Merci beaucoup, Olivier Amara. Merci beaucoup, mon ami Khadija. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois des visages qui me rappellent de très bons moments de souvenirs à Oran. Karim Anouch, c'est des amis communs. Et c'est avec grand plaisir que je reviens à Oran depuis des années. Que j'ai découvert grâce à mon ami Lahir Abdelmejid. Il m'a ramené dans les années 90, on a organisé des journées d'études. Puis par la suite, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Dans un ouvrage qui est sorti sur les villes algériennes, on a travaillé sur la fragmentation spatiale. Et je suis plus revenu depuis... la dernière fois, je suis venu pour le voir, 2015. Mais je reviens toujours avec grand plaisir à Grasse parce que je trouve que c'est l'un des rares espaces dans ce pays. Il y a de la réflexion, il y a des échanges, il y a de la publication et des travaux. C'est ce qui est malheureux, ça n'existe pas dans les autres universités algériennes, malheureusement. Et Oran a cet avantage d'être un peu, je pense, un noyau de recherche en Algérie. Il faut préserver. Moi, ma contribution parmi vous aujourd'hui, bon, c'était à la demande de mes amis. Je ne savais pas sur quoi parler, parce que, après, j'en ai dit faire une communication. La question urbaine a été la question centrale qu'on a préoccupée depuis 42 ans maintenant. Donc j'ai abordé beaucoup de thématiques. Je ne savais pas sur quoi travailler, sur l'urbanisme, sur le lieu bâti, sur l'habitat illégal. Il y a beaucoup d'axes que j'ai essayé d'aborder et j'envisage avec le CRAS peut-être de faire publier un recueil de textes que j'ai publié malheureusement loin d'Algérie, qui ne sont pas disponibles en Algérie, qui sont disponibles plutôt en France ou en Suisse. Et j'envisage de les regrouper dans un recueil pour la recherche en Algérie, pour une contribution à la recherche. Madame Amara tout à l'heure a parlé de l'ouvrage qui était ma thèse en fin de compte. C'est ça qui m'a un peu... Elle a créé le déclic en moi en 1978, quand je suis sorti de l'université algérienne. J'ai eu une formation d'architecte, formée par des Français et par des Roumains. Donc on avait cette double formation technique par les Roumains et sociologique et esthétique par l'école française du P8, qui était issue de l'école nationale des beaux-arts après 1968. Donc ils nous ont rendus sensibles un peu à l'humain, à l'être humain, celui qui construit la vie, qui vit dans la vie. Et je débarque en 1978 à la CATAP, faire de l'urbanisme, et on me charge j'étais le second algérien après le directeur, tout le reste était un personnel étranger, c'était des Allemands qui travaillaient, c'était Stirkna, l'expertise étrangère, les Algériens étaient techniciens et dessinateurs. Et on me charge de faire un phase aménagement et règlement d'une ville qui est proche de Guelma, vous connaissez peut-être. Et Guelma, c'est une ville particulière parce que c'est une ville très ancienne de termine romaine, et une ville aussi qui a un caractère colonial très prononcé dans sa morphologie, et qui a subi une forte urbanisation, et on me demande de venir urbaniser un site sur lequel travaillaient les Allemands. Ils ont travaillé sur une zone. Et ils travaillaient sur une zone comme sur une feuille blanche. Je passe sur le terrain et je vois que le site est occupé par des constructions. Je reviens avec la date, je dis au chargé d'études, comment on va faire une zone sur un terrain qui est déjà occupé? Il dit non, ne pas tenir compte. Ce n'est pas de l'habitat officiel. Travailler comme s'il n'y a absolument rien. C'est pas possible. Il y a une ville qui se construit et on me demande de la nier, pratiquement, de faire la négation de quelque chose qui existe. Ça m'a un peu bousculé. Je dis bon, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller chercher un peu le savoir à travers la sociologie, à travers la politique, à travers l'économie. Puis malheureusement, on était absente dans notre formation d'architecte. On ne travaillait pas beaucoup de la sociologie, bien que les architectes français nous poussaient un peu à connaître un peu il ne parlait pas d'usager, il parlait d'habitants. Le terme usager maintenant est devenu quelque chose de fréquent dans les écoles d'architecture. Mais ce n'était pas une formation sur la sociologie, ce n'était pas une formation sur la politique, ce n'était pas une formation sur l'économie. Et j'ai compris que la complexité de la ville, ce n'était pas construire.
ville, c'était pratiquement bâtir. Bâtir, c'est fonder quelque chose, ce n'est pas juste une construction. Et à l'époque, la CADAT était chargée des études d'urbanisme et elle devait trouver des terrains pour des constructions. C'était ça l'objectif. Les PUD, c'était des instruments de localisation des grands projets que l'État algérien annonçait à l'époque, le plan triennal, 69, et ensuite les plans quadriennaux, donc il fallait trouver des terrains. C'était ça le but de... Mais ce n'était pas l'urbanisme, c'était localiser des sites. Et je me suis lancé dans la recherche et j'ai découvert, bon, au fur et à mesure, que il y a toute une histoire dans l'urbanisme algérien. L'urbanisme algérien n'existait pas pour la simple raison qu'il y avait cette dualité urbaine avant l'indépendance. Il y avait la vie des Algériens et la vie des Européens. Le code d'urbanisme français ne s'appliquait pas aux villes algériennes, ne s'appliquait pas à la population algérienne. Il s'appliquait pour les parties européennes. Et on laissait les Algériens construire. Il y avait tolérance. On vous donnait un terrain et construisez. Ce n'est qu'en 60 que la plupart des articles du code français ont été appliqués à l'Algérie. C'était avec le lancement des grands projets de Claude Constantine et avec les grands projets d'urbanisme qu'avait lancé un certain Kazat français, qui a travaillé sur les grandes villes algériennes. Il a fait les premiers plans d'urbanisme, les premiers PUD, les grandes villes algériennes. Et par la suite, il y a eu pratiquement une continuité. Jusqu'en 69, on ne parlait pas d'urbanisme. L'Algérie a reconduit la législation française en 62, 63. Donc il fallait travailler sur la base du texte français, mais avec une réalité tout à fait différente, urbaine tout à fait différente. La dualité s'est transposée. Vous savez quoi, on a plus cette dualité européenne, ville indigène, on va dire, dans les écrits anciens, on parlait des indigènes, ou les musulmans, les non-européens. La situation s'est renversée en 62. La dualité a persisté, j'ai remarqué qu'elle a persisté, mais elle a changé d'acteur. Ce n'est plus le système politique colonial qui a créé la dualité, mais c'était le système qui a gouverné après l'indépendance, qui a reconstruit une dualité nouvelle dans les villes. Parce que ce qui était nié avant 62 a été toujours nié, même après 62. Toutes les constructions qui ont été réalisées par les Algériens sans permis de construire, sans acte de propriété, qui étaient tolérées par le cadre législatif français et qui n'ont pas été reconnus en 62, jusqu'à aujourd'hui presque. Et on a reconduit la stigmatisation aussi, ce qui est pire. Parce que toutes les médinas des villes algériennes étaient stigmatisées comme des lieux de fléaux sociaux, des lieux à ne pas fréquenter. Cette stigmatisation a été maintenue dans le concept des techniciens et des gouvernements. Et c'est l'une des raisons qui expliquait peut-être, tout à l'heure on discutait avec Mme Khadija, elle vient de rentrer en Italie, elle m'a dit qu'en Italie, tout ce qui est vieux bâti est bien pris en charge. Je lui ai expliqué que nous avons un complexe, quelque part. Nous avons reconduit vis-à-vis de ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien chez nous représente la régression, pratiquement, représente quelque chose qu'il faut nier, pour passer à la modernité. Donc nous avons fait un saut dans ce que voulait faire à l'époque le système colonial. Donc, il voulait nous ramener vers ce saut, et on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas poussé, on est allé de plein pied vers ce saut qui est la négation de la réalité urbaine algérienne et la construction d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle vision de la ville construite. Pas la ville habitée, c'est la ville construite, on construit. Et jusqu'en 69, pratiquement, la législation algérienne n'a pas changé. En 69, il y a eu donc le premier plan de développement et il fallait trouver des espaces. Et c'est là où on avait chargé à l'époque un bureau d'études qui s'appelle Ghetto. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était un établissement qui devait faire de l'architecture et de l'urbanisme avec l'équipe française d'Ibéru qui devait
j'ai inculqué la méthodologie des plans d'urbanisme. Mais en 1973, Newton a été dessaisi des études d'urbanisme et c'est la CADAT qui a été chargée. Pourquoi la CADAT? Parce que la CADAT, c'est une caisse qui a été créée en 1954 à l'époque pour mettre en valeur les ordres d'activité, les ordres foncières, acquérir du foncier, le portefeuille foncier. Donc c'est une structure qui était déjà fonctionnelle, qui avait un papiement de foncier, qui avait... donc elle a été chargée alors qu'elle n'avait pas d'encadrement. Il n'y avait aucun cadre de la CADAT. Il y a eu des techniciens qui ont été recrutés et qui ont été formés par le SMU, l'ex-SMU, qui est devenu par la suite Agence Coopération et Aménagement en France. Et le SMU s'occupait un peu dans les pays en voie de développement ou sous-développés à la formation des techniciens dans le domaine de l'aménagement. Et c'est des simples techniciens, donc des topographes et des techniciens qui sont devenus urbanistes, qui ont commencé à travailler dans les PUD en Algérie. Ce n'est que vers presque la fin des années 70 que les premiers architectes algériens commençaient à venir. C'était grâce à l'IPO qui a été créée en 1971, parce qu'il n'y avait pas d'école d'architecture en Algérie en 1971, il y avait l'école nationale des beaux-arts qui formait des architectes, qui n'étaient pas forcément des bacheliers, parce que beaucoup d'architectes n'étaient pas bacheliers, ils rentraient à l'UNABA et sont architectes. Et en 1971, l'école polytechnique a été créée avec les Italiens, et en 1974, l'école de Constantine a été créée. Et fin des années 70, Orange, je pense. 79-80. C'est pas des écoles. Institut. Les instituts. Institut, voilà. Donc les premiers architectes commençaient à débarquer, mais les architectes algériens n'étaient pas tellement intéressés par l'urbanisme. Beaucoup s'orientaient vers la pratique architecturale, vers les projets, vers les... Très peu voulaient faire de l'urbanisme. L'une des raisons que beaucoup disent, l'urbanisme n'est pas fait pour les architectes, il est fait pour les géographes, il est fait pour les sociologues, pour les politiciens, mais pas pour les architectes. Donc il y avait cette vision aussi qui marquait un peu les architectes qui arrivent sur le marché du travail. Donc bon, entre parenthèses, je vais parler un peu librement, je ne vais pas focaliser sur le texte et par la suite, il y a tellement de choses confuses dans ma tête que je suis prêt à répondre à toutes les questions par la suite. Donc, en 1973, la CADAT a formé des techniciens pendant une année en France, ils reviennent et ils ont commencé à prendre en charge les PUD. Les PUD, donc, c'était des instruments d'urbanisme calqués sur les SNO français, mais qui ne visaient qu'à localiser des sites, qu'à localiser des terrains pour les implantations des unes. À l'époque, c'était à la mode, les zones d'habitat urbain nouveau, les grands ensembles qui ont été délaissés dans certaines périphéries françaises et qui ont été mises à jour en Algérie dans les années 70. Et pour l'histoire, à l'époque, il y avait des sociétés algériennes qui réalisaient ces unes, le Cotec, parmi les sociétés. Et le Cotec avait acheté un système Pascal, un système de coffrage. Et le hasard a fait qu'un beau jour, je tombe sur un Turc qui travaillait à Grenoble, à la société Pascal. Il m'a dit, Abdelrahim, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, vous avez acheté un système qui a été déclassé en 1965 en France. Il a été déclassé dans les tiroirs. Vous l'avez acheté dans les années 70 tel quel, vous l'avez adopté dans les villes algériennes. Le système Pascal, qui a marqué beaucoup de villes algériennes. Oran, Constantine, Alger. Les unes. Donc on a acheté un système déjà qui est périmé ailleurs. Il n'y avait pas que ça. Beaucoup de choses. Tout ce qu'on achetait était Même la méthodologie. Même la méthodologie, pratiquement, même les normes, je vais parler des normes. Parce que les normes algériennes, en fin de compte, la méthodologie était française, mais les normes étaient des normes suisses. Les normes SIR, des normes suisses concernant la surface du logement, la hauteur des logements. Ce n'étaient pas des normes françaises. C'est comme si on était suisse de tête et physiquement français. Voilà. Pour vous dire que finalement, ce n'est pas la colonisation qui colonise, c'est plutôt l'appareil colonisation qui colonise les têtes des techniciens. Malheureusement. Bon, Madame Amara l'a dit tout à l'heure, j'ai osé le dire en 83,
la seule réaction était de m'ignorer, tout simplement. On a ignoré mon travail, qui est, je viens de dire tout à l'heure à Mme Khadija, ça m'a fait très mal au cœur. Très mal au cœur de trouver que ce livre, qui est édité en Algérie, par l'OPU, n'a pas été édité ailleurs, qui est fait par un Algérien, donc sur l'Algérie, il n'est pas référencé à la Bibliothèque nationale algérienne, à la BN. Il n'est pas référencé. Il est référencé dans toutes les universités mondiales. Vous trouvez des sites WordCat, il est même au Congrès américain, à New York, à MIT, Harvard. La BNF française l'a référencié parce que tout simplement, les Français m'ont dit, bon, d'autres, que le concept que j'ai essayé de développer, un effort de recherche, a bousculé un peu certaines idées préconçues. Parce que ce phénomène d'habitat illégal ne concerne pas que l'Algérie, il concerne pratiquement toutes les villes du monde. L'Amérique du Sud, c'est pas grand. Vous allez à Caracas, j'ai visité Caracas en 1984, et toute Caracas est entourée par des ranchos. On ne les appelle pas bidonvilles, on les appelle des ranchos. Caracas était à 1000 mètres d'altitude, et tout autour, c'était des ranchos. C'était l'habitat illégal. Et au Pérou, des mariadas, dans le monde entier. Mais ce qui a changé, c'est la manière de voir ce phénomène, parce qu'on le voyait comme un phénomène spontané. On le voyait comme un phénomène d'anarchie, on parlait d'anarchie. Un phénomène chaotique. Et je me suis posé la question, sur quelle base? Et grâce à un éminent juriste français, Yves Prats, qui dirigeait à l'époque l'Institut d'aménagement d'Aix-en-Provence, que j'ai essayé de consulter de temps en temps, il m'a dit, bon, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites informel? Parce que donc, il disait tel habitat informel, habitat spontané. Qu'est-ce que vous entendez par ce concept? Il m'a dit, ce concept, c'est un concept d'économie. On parle d'économie informelle, d'économie formelle. Mais en termes de valise d'habitat, quel est le sens que vous donnez? Ça m'a un peu ramené, ça m'a bousculé, et je me suis enfermé pendant plusieurs jours, et j'ai rédigé 50 pages pour trouver le concept. Comment l'appeler? Spontané, ce n'est pas du spontané, c'est réfléchi. Spontané, ça veut dire que on décide. Maintenant, dans une heure, on le crée. C'est pas possible. C'est un phénomène, c'est une dynamique. Anarchique par rapport à quoi? Parce qu'on utilisait aussi le terme habitat anarchique, urbanisme anarchique. Par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel, c'est-à-dire par rapport à un modèle. Désorganisé, par rapport à quoi? Par rapport à un ordre. Donc tout est relatif. Et j'ai trouvé que finalement, les seuls concepts objectifs, la science est basée sur l'objectivité, c'était la légalité, tout simplement. Parce que la plupart de ces sites, de cette urbanisation, l'urbanisme, c'est des villes qui ne sont pas reconnues, c'est pour ça que j'ai dit qu'elles commencent à évoluer, et étaient des villes où l'acquisition foncière ne s'est pas faite selon les procédures officielles. Procédure notariée, par exemple. Et en Algérie, le système notarié n'a été introduit qu'en 1970. Avant 1970, les Algériens pouvaient tout simplement acheter par bail, par système de orfi, oubliez le terme en français, coutumier. Voilà, droit coutumier. Un cher, voilà. Orfi, ça suffit largement. Mais après 1970, la réglementation algérienne interdisait, plutôt obligé à l'authentification des actes de volontaires. Cela supposait qu'il fallait payer, il fallait faire des choses. Donc les gens n'ont pas suivi ce système. Dans la mesure où ils n'ont pas d'acte notarié, ils ne peuvent pas demander un permis de construire. Puisque la réglementation concernant le permis de construire exigeait qu'on soit propriétaire. Et comme on n'est pas propriétaire légalement, on ne peut pas avoir le permis. Donc automatiquement, la construction est devenue illégale. Donc illégal était le terme, je pense, le plus adapté, approprié et scientifiquement le plus objectif, tout simplement. Et ça a été diffusé dans le monde, ce concept. On n'en parle plus beaucoup d'habitat spontané, d'habitat précaire.
Et un phénomène intéressant, en 2019, on parlait tout à l'heure, l'Agence française de développement, qui travaille beaucoup en Afrique, qui travaille beaucoup dans les villes africaines, et qui a toujours conseillé des politiques financées un peu par la Banque mondiale aussi, raser, faire des assiettes et faire de l'urbanisme type militaire, pratiquement. Elle est arrivée à la conclusion il ne faut plus démolir, mais il faut restructurer. C'est bizarre parce que cette conclusion, c'est celle que j'ai émise en 1983. On ne va pas régler le problème en rasant les villes. Il faut les comprendre, accompagner, restructurer, parce qu'il y a un processus où l'habitant se prend en charge. C'est positif. Il n'est pas en attente. Il est là, il a construit. Il attend quoi? Il attend un équipement. Il attend qu'il profite de la ville comme tout habitant. Parce qu'il y a un phénomène aussi, je vous des parenthèses. Henri Lefebvre avait écrit le droit à la vie. Et j'ai eu la chance dans ma vie de le rencontrer en 1983, à Nanterre. Après un certain nombre d'années, j'ai découvert qu'en Algérie, on n'était plus au droit à la vie. On est passé à un droit dans la vie. Les gens me demandent un droit dans la ville, je suis dans la ville, donnez-moi mon droit à l'école, mon droit au transport, mon droit à l'eau, mon droit à l'électricité. Par la suite, les années 90, avec le phénomène politique qu'il y a eu en Algérie 90-91, j'ai fait des enquêtes à Guerma et j'ai découvert que le quartier, le fameux quartier sur lequel je devais travailler en 78, est devenu une ville à Intefla. C'est 51% de la population de Guerma. Donc plus de la moitié de la population habitait ce quartier. Et la majorité des élus de la commune de Guerma venaient de ce quartier. Donc on est passé à un droit sur la ville. C'est-à-dire qu'il y a une transition de ce droit. De droit à la ville, un droit dans la ville et un droit sur la ville. Les décideurs de Guerma étaient pratiquement habités ces quartiers illégaux. C'est-à-dire qu'il y a c'est un problème de sociologue, peut-être à étudier. Moi, je suis urbaniste, je ne suis pas sociologue, je suis architecte. Donc j'ai mes limites sur le plan conceptuel, mais il me semble intéressant de voir comment le phénomène a glissé en Algérie. C'est un appel aux sociologues un peu sur cette question, parce que la sociologie algérienne et de la bouche même de M. Djilel Eliab, c'est un éminent personnage, qui est un grand sociologue, et que je n'ai rencontré qu'une seule fois, c'était un dépôt en 1993, dans le cadre d'un jury de magistère, et il était président du jury. C'était juste un mois avant son assassinat. Il avait dit deux mots très simples. Il a dit, nous les sociologues algériens, et c'était à l'époque le début des événements, des assassinats, il a dit, bon, on a été à côté de la plaque. On n'a pas su comprendre l'évolution de la société algérienne. Parce qu'on a vu à travers un miroir, à travers des concepts qui ne sont pas adaptés à la société algérienne. Un mois après, il a été assassiné. Il avait compris, parce qu'à l'époque, il dirigeait l'Institut de haute études stratégiques algériennes. Donc il avait des informations entre les mains, il devait travailler avec, je pense, Sayed, je ne sais pas qui, Sayed, je pense, il travaillait sur la perspective Algérie 20 ans plus tard. Donc il avait fait pratiquement un mea culpa. On est sociologue, mais on n'est pas prêt, on n'a pas compris l'évolution de la société algérienne. Donc c'est au sociologue de répondre un peu à ces questions. Je reviens à la question de l'urbanisme. Donc jusqu'en 90, on a fonctionné sur la législation française, pratiquement tous les textes, le code français à la virgule près. 90, il y a eu un changement, il devait être beaucoup plus important, malheureusement il a été un peu détourné. Et c'est M. Berrouge qui me l'a annoncé, parce qu'il était à l'époque directeur de l'urbanisme. Il a réalisé un très bon avant-projet de loi en 87-88. J'ai eu l'occasion de lire, très intéressant.
Par la suite, M. Delouche est parti en 90 et le projet de loi a complètement changé. Et j'ai rencontré M. Delouche à Paris en 2002-2003, dans le cadre d'une journée de conférence. Et je lui ai dit qu'est-ce qui est possible de sa loi. Il m'a dit c'est pas ma loi. Ce n'est pas celle sur laquelle j'ai travaillé. Elle a été reprise, réadaptée. Je lui ai dit parce qu'elle pose un problème réel en matière de gestion urbaine. Elle m'a dit c'est pas la loi sur laquelle j'ai travaillé. Finalement, on a travaillé, l'urbanisme, les villes algériennes dans l'urbanisme. C'est un gros mot, l'urbanisme. Les villes algériennes fonctionnaient depuis 1990 sur cette loi. Quel est le changement qu'a introduit cette loi? Jusqu'en 1990, il y avait un seul acteur dans ce pays. L'acteur, c'est l'État. C'est lui qui décide, c'est lui qui finance, c'est lui qui programme, c'est lui qui contrôle. Et même les études. La Qatar n'était pas considérée comme un bureau d'études, c'était considéré comme une puissance publique. Elle jouait le rôle d'une agence urbaine, sans être une agence d'urbanisme. Mais elle jouait ce rôle parce que dans les réunions officielles, elle avait le dernier mot. Et qu'elle avait un poids, parce que j'ai travaillé 2 années à la Qatar. Quand la Qatar décidait, c'était pratiquement la décision officielle. En 1990, changement radical dû à la crise économique et dû au mouvement politique des années 90 avec l'émergence de nouveaux acteurs, la société civile, entre guillemets, des partis politiques. Et donc il fallait créer du pluralisme en matière des assemblées élues qui ne gèrent pas. C'est des assemblées, c'est juste une vitrine pratiquement. Et l'émergence de nouveaux acteurs, des acteurs économiques. Avant, c'était l'État qui était l'acteur économique principal. À partir des années 90, on a créé des agences foncières qui devaient être un outil entre les mains des communes, des collectivités locales pour créer un portefeuille foncier. Elles sont devenues des agences commerciales. Elles ont vendu du foncier urbain. Pratiquement, elles ont lapidé tout le foncier urbain qui appartenait aux communes. Qui appartenait aux communes selon deux situations. La première situation, c'était l'appartement communal ancien. La deuxième situation, c'était les terrains qui étaient acquis en 1974 avec la loi sur les réserves foncières. Sur les zones urbanisées, les communes ont eu le droit de préemption sur les terrains privés. Par la suite, certains terrains ont été rendus à leurs propriétaires après 1993. Donc ces agences ont fonctionné pratiquement comme une distribution de la rente foncière. Ce n'est pas la rente pétrolière, mais la rente foncière. Et ça a donné des lotissements à perte de vue dans toutes les villes algériennes. Et en même temps, il y a eu l'émergence des premiers promoteurs privés. Qui commencent à apparaître, si vous faites Toufik Soumi, qui a travaillé beaucoup sur les métiers de la ville au Maghreb, et vous allez voir que beaucoup de promoteurs étaient d'anciens décideurs aussi dans les administrations ou d'anciens responsables dans les bureaux d'études. Vous connaissez le système. Vous connaissez le mécanisme. Vous savez comment acquérir les terrains, comment profiter. Donc c'était les premiers grands promoteurs. Donc c'est devenu des acteurs incontournables pratiquement. Jusqu'à un point où ils se sont imposés les années 2000 comme les seuls acteurs économiques. Ils avaient droit sur tout, pratiquement, et surtout sur le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme ne sait pas. La loi sur l'urbanisme n'a pas permis de faire de l'urbanisme. Elle a permis d'ouvrir des perspectives en matière d'acquisition foncière. Tous les plans d'urbanisme ne partent pas d'un projet de ville. Ils partent d'un projet de localisation et de confiscation de terrain. Dès que vous faites entrer un terrain dans un périmètre urbain, vous avez le droit de préemption. Si c'est un terrain privé, il n'a pas la possibilité de le construire, il le cède à la commune ou à des promoteurs. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit urbanisable. Donc la valeur foncière devenait multipliée par 10. Donc vous voyez un peu comment le foncier est devenu un capital économique très important. Parce qu'un terrain agricole vaut 10 à 20 fois moins cher qu'un terrain urbanisé. Tout l'enjeu était là.
tout l'enjeu était de faire intégrer les terrains dans des périmètres urbains. Et comme le directeur en chef, je l'ai dit en 2012, ici à l'époque, j'ai dit l'effet du prince, Madame Remaoui. L'effet du prince, oui, il y a le prince. Dans chaque ville, il y a un prince. C'est lui qui décide, c'est lui qui ouvre les portes. Et c'est lui qui fait de l'urbanisme. C'est lui, oui. C'est pas le maire. Dans toutes les villes du monde, c'est le maire. Parce que le maire est porteur d'un projet de vie, un projet de société. Il vient avec quelque chose, sa campagne électorale est basée sur une vision de la vie. Moi j'ai vécu ça à Grenoble avec Duguedou, qui est le maire socialiste de Grenoble depuis 1974 jusqu'en 1983. Il a fait la ville de Grenoble, il a fait de l'urbanisme. Par exemple, les premières expériences de mixité urbaine et mixité sociale, c'était à Grenoble, dans le local. C'était une grande expérience sociale. On a mélangé les catégories sociales, les métiers, Montpellier. Montpellier, voilà, avec Fraîche, exactement, Fraîche, et Duguedou en Grenoble. Donc les deux, c'est des expériences très intéressantes en matière d'urbanisme. Quartier de Beaufil et tout ça. Exactement, Beaufil l'a fait à Montpellier. Et la local, c'était avant, quand il... Mais en Paris, ça n'a pas marché. Hein? Mais en Paris, ça n'a pas marché. Ça dépend des villes. J'ai vu. Ça En dépend des Paris, ça villes. n'a pas marché. Il y a eu, même à Grenoble, la local a été tournée. Je suis revenu quelques années après, c'était plus l'expérience des années 70. Ça a changé. Ça a changé. Je pense que les gens ont envie de débat. Hein? Ils ont envie de débat. Ça y est. Ils Ils sont prêts. C'est passionnant, c'est tellement passionnant. Oui. On a du mal. C'est comme Sinister. On essaie. On se retient. Merci. Donc la mixité urbaine, la mixité sociale, c'était le maire de la ville qui l'a porté. Et Grenoble, c'est une ville bourgeoise, connue pour être une ville de gens seniors qui viennent passer de retraite à Grenoble, les stations de ski juste à côté. Et le centre-ville est bourgeois. Et comme par hasard, l'école d'urbanisme de Grenoble était au centre-ville, à côté d'un terrain qui était une ancienne caserne désaffectée, 4 hectares, la caserne Roche, le terrain Roche. Et la mairie de Grenoble voulait faire un projet social, dans le sens introduire du logement social dans le centre-ville. Parce que le centre-ville était très gentrifié, très bourgeois. Il fallait introduire un peu des résidences de personnes âgées, des cités universitaires, le logement social. Mais il y avait une résistance très forte de la population du centre-ville. L'idée qui a été menée par Duguedou et son équipe, ils ont ouvert un débat dans la Dauphiné libérée, le journal de la ville. Un débat sur qu'allons-nous faire de ce terrain. Lui, il avait son idée. En tant que maire, il avait son projet. Mais il voulait que la population adhère à ce projet. Et tout un débat a été ouvert depuis 1974. En 1977, ils ont créé un office spécialement pour ce terrain, l'Office d'aménagement urbain, OAU, qui était composé de cadres de l'agence d'urbanisme, de gens de l'école d'urbanisme, de la société civile, et tous les jours, à 17 h, un débat autour de maquette, autour d'une idée. Et j'ai assisté à quelques débats. La population, qu'est-ce qu'elle disait? Bon, on n'a pas besoin de voir de la populace en face de nous. C'était des maisons UP, des centres-villes de Grenoble, c'était des résidences, très belles résidences. On ne veut pas avoir la populace. Donc les personnes, les ouvriers, c'était la populace, donc il fallait faire autre chose. Et tout un débat, mais ils sont arrivés à une solution. On va faire de tout, un peu. On va satisfaire les étudiants, on va satisfaire un peu de social, un peu de professionnel. Et le terrain, et c'est comme ça que le projet a commencé à se mettre en place. Et quand la décision a été prise en 80, le 1er octobre 80, une année après, le projet a vu le jour. Ils ont mis des années à réfléchir et une année à réaliser. Mais quand c'est bien réfléchi, la machine marche. Tout le monde participe, tout le monde adhère. C'est l'inverse. En Algérie, on vous dit faites vite. Faites-nous un plan d'urbanisme dans 5 mois, 6 mois. Mais la ville ne se fait pas sur 20 ans, là, 25 ans. Donc les collectivités locales, je parle des collectivités locales surtout en France, parce que je connais mieux l'expérience grenobloise,
elles mettent du temps à réfléchir, à débattre, à faire participer tout le monde, mais elles mettent peu de temps à réaliser parce qu'une fois que l'idée a été arrêtée, les moyens sont déjà en place. Les mécanismes sont déjà mis en place. Les organismes sont déjà mis en place. Toute la machine marche. C'est comme ça que, il m'a semblé, c'est comme ça que l'urbanisme peut se mettre en place. Et Grenoble a été aussi avant-gardiste en matière de pistes cyclables. Les premières pistes cyclables en France, c'est Grenoble, ma connaissance. Les premières grandes surfaces commerciales de Grenoble, c'est Grande Place, bien avant la Défense, à Paris. Grande Place a été faite les années 70. C'était pas uniquement un grand centre commercial, c'était un ensemble culturel, des salles de cinéma, des salles de conférences, des bibliothèques. C'était un ensemble pratiquement à côté de l'Arlequin. C'était l'expérience urbaine d'Arlequin. Et à la fin de l'Arlequin, c'était Grande Place. Et après l'Arlequin, c'était Échirol, c'était un autre type d'habitat, qui était pour certaines catégories beaucoup plus aisées. Et Échirol. Donc il y avait une logique dans urbaine, dans l'aménagement, dans la réflexion, il y avait une vision sur la ville, comment elle devait devenir. Et en même temps, ils pensaient aussi à la mobilité, ils pensaient au tramway. Et le transport, déjà, en même temps qu'on pensait au logement, on pensait les tracés. Et là, j'ouvre une autre parenthèse. Il y a une année, mon ami Medel Safarzitoul, il y a 2 ans, il a fait une intervention sur Alger. Il avait remarqué que Alger, des relogements, les opérations de relogement ne sont pas faites par rapport au système de mobilité. Le tramway et le métro vont dans un sens et le relogement dans un autre sens. Ils ont trouvé des cités entières sans transport, sans commerce, sans infrastructure, alors que le métro a été fait sur une partie. Donc il n'y a pas de cohérence entre le système de mobilité et le système de résidentiel ou le système de travail. L'urbanisme, c'est tout. C'est pour ça qu'un peu il y a une image qu'on donne un peu en Algérie, on dit que c'est du sectoriel, on ne fait que du sectoriel. Chaque secteur travaille pour lui-même. L'hydraulique travaille pour l'hydraulique, le transport travaille pour le transport. Chacun pense à sa manière, c'est cloisonné. Donc, le Wali décide. C'est lui qui prend la décision de faire c'est l'urbaniste en chef. C'est la même chose, les incohérences au point de vue du tracé du tramway pour la ville d'Oran. Il y a 2 axes, 2 universités qui sont rattachées, liées. Et toute l'extension est, côté Belgaïd et tout. C'est des incohérences. Il n'y a qu'à voir la circulation le matin et le soir. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Qui m'a découvert Alger, bon, il a dit, on a ramené les plans, regardez Alger, on a renommé les régions, regardez où va le système de transport de la cité. Et ça, c'est le Wali. Et vous dites le prince, mais le Wali a décidé de mettre en place les 2. Ce qui était prévu n'a pas été fait. Je vais vous raconter une chose. J'ai eu un problème avec un Iran. Pas son nom, mais être comme le Khér, ça. Un énarque. Il devait lancer une étude d'entrée des villes. Les 2 entrées de la ville, l'entrée sur la ville vers la Tunisie, plutôt venant de Tunisie, et l'entrée venant de Constantine et d'Alger. Et le directeur de l'urbanisme de l'époque, c'était l'architecte d'Oran, quelqu'un de Ben Issa. Ben Issa, vraiment, c'est un ami en plus. Il m'a proposé. Il a dit, il y a un urbaniste qui peut nous faire l'aménagement. Lui, il ne me connaissait pas. Lui, je suis un exécutant, mais plus ni moins un bureau d'études. Donc, ce site était à l'entrée de la ville, venant du côté ouest, 100 hectares. Comme par hasard, ce site est inondable. Depuis 1958, je me rappelle les inondations à l'époque, catastrophe pour la ville de Nabat, jusqu'à 1 mètre, 2 mètres d'eau. Les Français, après cette inondation, ils ont fait un canal de ceinture, qui ceinture la ville, qui permet de rejeter toutes les eaux pluviales vers la mer. Donc, quand on voit la configuration de la ville, il y avait les collines et les montagnes, puis il y avait cette cuvette.
Et sur cette cuvette, il voulait aménager 100 hectares pour les investisseurs, au showroom et en disant. J'ai été chargé de cette étude, j'arrive à la conclusion. Bon, j'ai dit, bon, c'est une affaire de techniciens, d'hydrogéologues, de géologues. J'ai appelé des amis à l'université qui ont fait cette étude et ils ont démontré par A plus B que le terrain est une éponge. Le terrain reçoit 50 km² d'eau pluviale. Donc, tant qu'il n'y a pas un barrage quelque part pour retenir de l'eau, ça reste toujours un lieu où toute l'eau descend et va vers la mer. Si on crée un obstacle, c'est toute la ville qui va être inondée. J'arrive donc à la réunion de l'exécutif et je viens avec mon projet. Zone 100 hectares, je dis 2 hectares, une partie seulement, sont aménageables, sont constructibles. Mais tout est aménageable. On peut aménager. L'idée c'était d'aménager à l'état naturel, un parc urbain. Les plans d'eau, les aménager, les améliorer là où on reçoit de l'eau. Faire un parc, la ville n'a pas de parc, n'a pas de poumon vert. Le tourne sa tête, il me dit quoi? On vous donne 100 hectares et vous nous donnez 2 hectares aménagés. Écoutez, ça. D'où vous avez remis sur l'agriculture? J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de travailler. Allez-y, adore. J'ai vraiment cartable pour rabaisser à ses doigts. Je cherche. 2 mois après, ça m'appelle. Elle est fière de l'ouïe m'appelle. Je n'ai plus de contact avec lui. Je ne le connais pas, il me connaît. Il a lu le travail. Il a lu le travail des spécialistes. Le géologue, il fait un travail excellent. Vraiment une étude très poussée. Il est le géologue fictif. Il a eu le temps de lire. Parce que je me dis à la réunion, pourquoi pas 100 hectares? Monsieur Wali, c'est trop coûteux. Il dit, mais ce n'est pas votre problème le coût. C'est nous l'État. Ce n'est pas à vous de décider du coût. Vous allez tout faire des routes sur les mains. Oui, je sais, mais je ne parle pas du coût économique. Oui, je parle du coût social, du coût sur la ville. Donc on n'était pas sur le même longueur d'onde. Vous voyez le coût. Voilà, Soit, moi je voyais le coût sur la ville, le risque d'inondation. Quand il a lu le travail, il a compris le danger. S'il allait opter pour cette étude, pour aménager ceci, il allait être à l'origine de catastrophes naturelles importantes. En sachant, c'est ça quand on ne sait pas. Ça arrive. Les spécialistes l'ont démontré par A plus B, avec toutes les cartes qu'il faut, que cette zone est à risque. Et si les Français, à l'époque, trouvaient qu'elle était urbanisable, ils l'auraient urbanisée. Ils l'ont laissé verte. C'est comme ça que comment ils décident de faire comme ils veulent. Donc, le prince décide. Et quel est le rôle de l'urbaniste? Il a un rôle. Malheureusement, le rôle, il ne joue pas. Le métier d'urbanisme, le métier sur l'acte d'urbanisme est dominé actuellement par les architectes. Mais ce n'est pas un métier pour les architectes seulement. C'est un métier plus interdisciplinaire. Pas pluri, parce qu'on a toujours pensé pluri. Non, inter. Tout le monde travaille ensemble. Le sociologue, l'économiste, le géologue, l'hydrogéologue. L'architecte n'est là que pour faire la synthèse des connaissances des autres. C'est-à-dire qu'il apprend des autres. Et avec les connaissances, il peut faire le métier. Tant qu'on n'a pas conçu ce métier, qui n'existe pas officiellement, le métier d'urbaniste, ce métier interdisciplinaire, on ne fait pas d'urbanisme. La plupart des architectes font du commerce, malheureusement. Ils acceptent tout. C'est-à-dire, le métier a atteint un stade de dévalorisation très avancé. Très avancé. Et je pense qu'on a utilisé beaucoup les architectes comme des alibis. Un architecte qui a fait telle chose, un architecte qui a fait... C'est un alibi. C'est la signature de l'architecte, mais il accepte. Et nous, tous, je dis même, je ne suis pas exagéré, nous tous, nous portons la responsabilité d'avoir joué le jeu. D'avoir accepté peut-être de rentrer dans un système où le métier devient un métier de commerce. Ce n'est plus un métier d'idée, un métier de concept,
de fondation, mais est devenu beaucoup plus un métier. Je le vois surtout à travers des générations. C'est malheureux, mais maintenant c'est la course au marché public. C'est la guerre au marché public. Voilà où nous sommes. Donc l'urbanisme actuellement à ce stade, mais il y a une réflexion qui est menée depuis 5-6 ans au ministère de l'Habitat. Et j'ai participé à quelques débats au niveau du ministère, donc ils ont ramené beaucoup de toutes les villes algériennes. Grâce à monsieur Maïs, qui est directeur de la ville, du ministère, qui est maintenant sorti en retraite, il a sollicité beaucoup de monde. Il n'a pas voulu charger juste une équipe de travailler sur cette loi, il a voulu ramener de toute l'Algérie des gens, de tous les métiers, de toutes les disciplines, pour réfléchir. Et j'ai reçu il y a 3 jours seulement l'avant-projet, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais l'avant-projet vient de sortir, vient de paraître sur le texte qui a été conçu il y a 6 ans par quelques experts. Était un texte calqué sur le modèle français. Le problème, c'est qu'on peut calquer le système législatif, mais on n'a pas calqué les institutions qui vont avec. Les outils. Parce que le système législatif, c'est une chose, mais il y a un système aussi qui va gérer, qui va avec, la société aussi qui va avec. Et ça a été remis en question, ce texte, et là je pense que ça a dû évoluer, mais je n'ai pas lu mon projet, il a dû évoluer vers plus de pragmatisme, je ne sais pas, peut-être j'aurai le temps de l'envoyer par mail, puisqu'il est assez lourd aussi, 100 pages, 100 et quelques pages. Donc, voilà, grosso modo, je voulais donner quelques flashs, parce que je ne pouvais pas parler pour encadrer, je n'ai pas l'habitude de... Quelques flashs, j'ai laissé un petit tableau ici, j'ai laissé à Mme Khadija, je n'ai pas eu le temps de le mettre. J'ai fait une réflexion il y a quelques années, dans le cadre d'un congrès, plutôt d'un document qui est publié par l'Union internationale des urbanistes, l'ISOCAR. Chaque 2 ans, 3 ans, on publie un manuel d'urbanisme qui concerne tous les pays du monde. Et pour chaque pays, il y a un architecte ou un urbaniste qui fait un peu genre de monographie sur le pays, sur le système de planification, sur les contraintes, sur les ratages. Donc ce tableau, j'explique un peu la synthèse du système de planification algérien. C'est un effort personnel, je sais pas. Vous avez le droit de critiquer, de rajouter les copies. J'ai essayé de voir qui approuve les études, qui peut s'opposer, qui prend l'initiative de faire les études d'urbanisme, c'est très important. Qui a le système de droit de dérogation. La législation algérienne parle très peu de dérogation, mais elle existe en effet. La dérogation d'urbanisme, au Maroc, elle est légalisée. La dérogation d'urbanisme existe. En France, elle est légalisée. Dans un cas particulier, l'autorité peut déroger à la règle. Peut, avec la commission, avec l'assemblée élue, il peut décider de déroger. En Algérie, il y a une phrase sur la dérogation. Mais quand une phrase n'est pas précise, elle ouvre beaucoup de brèches. Il n'y a pas plus dangereux qu'une loi mal faite. À une virgule, vous vous trompez et vous ouvrez toutes les portes. Le cas s'est posé en 2016. Il y a un décret qui est sorti sur le guichet unique pour le permis de construire. Et il parlait des actes d'urbanisme. Vous savez, il y a des instruments et des actes. Les instruments, nous avons deux. Nous avons le dos et le POS. Il y a eu d'autres instruments mais qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'il y a eu, en parallèle, j'ai oublié d'en parler, mais dans le texte, il y a eu, même dans l'État, il n'y a pas eu un seul acteur. Il y a eu le ministère de l'Habitat, il y a eu le ministère de la Ville. Et qui travaillaient l'un contre l'autre. Le ministère le ministère délégué à la ville, qui était sous la tutelle du ministère de l'aménagement du territoire, à l'époque, Rahman. Il y avait Moukrzaza qui était délégué à la ville, travaillait sous la loi d'orientation sur la ville. Et le ministère de l'Habitat travaillait sur les lois sur l'urbanisme. Donc, et le ministère de la loi d'orientation sur la ville a créé deux instruments. Le SCU, le schéma de cohérence urbaine,
et le SDAM, le schéma de l'aire métropolitaine. Les études ont été lancées, mais aucune n'a été achevée. Pour plusieurs raisons. Mais il me semble que, parce qu'il y a eu un chevauchement de prérogatives, tout le monde voulait faire travailler sur la ville. Mais qui avait le pouvoir réel sur la ville? C'était le ministère de l'Habitat, parce que c'est lui qui a des structures déconcentrées. C'est lui qui a les directions locales. Le ministère délégué à la ville n'a pas de direction. Absolument rien. Il n'a aucune structure. En fait, tout a été fait pour que cette loi ne passe pas. Elle est passée, elle a été officialisée, mais elle n'a aucun effet sur le terrain. Est-ce qu'elle n'a pas été abrogée, pardon, à un certain moment, la loi de 2006? Elle n'est pas Il me semble avoir vu quelque part une loi qui... Elle est abrogée de fait. Non, en réalité, dans cette texte. L'avant-projet de loi sur l'urbanisme, je ne vais pas en parler. Je n'ai pas lu le texte quand même, l'avant-projet, peut-être il va en parler. Mais je n'ai pas lu le texto que ça a été abrogé. Mais de fait, ça n'a jamais été Elle n'a appliqué. pas donné. Mais il y a un troisième acteur qui est apparu. C'est le ministère de l'Intérieur. Que tout le monde oublie. Le ministère de l'Intérieur est beaucoup plus présent et beaucoup plus discret que tous les ministères. À travers les Wali. Voilà. On revient au Wali. Trois acteurs. Et les assises. Mais il y a une presse. Il y a trois acteurs qui font de l'urbanisme en Algérie, 10 font de l'urbanisme, qui travaillent sur la ville. Je ne dis pas faire de l'urbanisme, travailler sur la ville. Chacun avec ses intérêts, chacun avec sa vision. Mais il y a un des plus discrets et le plus efficace. Exactement. Il n'a pas de texte, mais il a l'action. Il a les moyens aussi. Voilà, les moyens et l'action. Les autres ont des textes, mais ils n'ont pas le pouvoir d'action. Et ils sont sous la coupe aussi du ministère de l'Intérieur aussi, peut-être. Peut-être aussi. Non, ils sont des ministères, ils sont autonomes, disons. Mais ils ne peuvent pas décider à la place de l'autre. C'est lui qui décide de dire. Le directeur de l'urbanisme sur le plan local. Oui, il ne peut pas, sans le Wali. Le seul directeur d'urbanisme qui a un certain pouvoir, c'est le duc d'Alger. Oui. Il a un statut proche d'un directeur central du ministère. C'est le seul. Parce qu'Alger a été toujours à part. Quand on parle des villes algériennes, Alger, un cas. Depuis toujours, depuis l'indépendance, le Comedor. Alger n'a pas été géré par le public, le Comedor. Ensuite, elle a eu le GPU, le grand projet urbain de Rahmani. Elle a un gouvernement. Le gouvernorat. Le directeur d'urbanisme d'Alger est un directeur central. Donc elle a un statut particulier. Donc elle n'est pas, quand on parle ville algérienne, Alger à part. C'est d'autres enjeux, une autre dimension. C'est un État dans un État. Voilà, donc voilà, grosso modo, quelques flashs, quelques lignes. Donc, le débat est ouvert. C'est une expérience que j'ai partagée avec vous sur l'ensemble du territoire algérien. J'ai eu la malchance ou la chance d'avoir travaillé sur toutes les villes algériennes, pratiquement. 50 d'études d'urbanisme. J'arrive en fin de carrière. J'essaie de publier, de partager mon expérience. Ne pas imposer mes idées, parce que chacun peut avoir ses idées, mais dire voilà ce que j'ai rencontré, voilà ce que j'ai vu, et on enrichit le débat pour qu'on puisse au moins faire des villes, au moins refonder nos villes. Ils existent nos villes, mais les refonder. Je vous remercie.